Bonjour à tous, Florian Beauvais, Société WatchGuard. Merci d'être présent pour ce webinaire. Juste avant de débuter, est-ce que vous pouvez me confirmer, s'il vous plaît, que vous m'entendez et que vous me voyez correctement, vous voyez plutôt mon écran partagé? Ok, parfait, merci. Donc ce webinaire va traiter des nouveautés de la version 12. Donc version 12 sortie il y a maintenant quelques semaines. On va parler de la version 12, de la version 12.01 qui a apporté son petit lot de corrections et d'améliorations. Et on fera également un petit point sur la version 12.1 qui, elle, est prévue pour début décembre et qui apporte quelques nouveautés. Je vais switcher entre la partie présentation, une partie peut-être un petit peu démo. Si vous avez des questions, bien évidemment, tout au long de la présentation, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser. J'essaierai d'y répondre au fil de l'eau. Okay. Donc, je vais lancer ma présentation sur la partie What's New. Donc, What's New sur la version 12, 12.01. On va commencer ici par la version 12. Hop. Donc, quelles sont les nouveautés sur la version 12? On verra qu'il y en a quelques-unes. Premier point, c'est la partie Gateway Antivirus Update. D'accord. Donc par rapport à ça, on a mis à jour notre moteur antiviral. On a remplacé notre moteur antiviral puisqu'on est passé d'un moteur AVG à un moteur Bitdefender. Donc on verra également les conséquences que ça peut avoir. Okay. On verra également que l'on a rajouté une nouvelle fonctionnalité, ce qu'on appelle chez WatchGuard le Content Action, ce qui pourrait s'apparenter à du reverse proxy. Mais je prends toujours des pincettes quand je parle de ce reverse proxy là, parce que tout le monde met un petit peu tout et n'importe quoi dans ce reverse proxy. Donc je donnerai du coup des exemples. Proxy IMAP, ok, donc nouveauté également qui a été intégrée. Compatibilité sur la partie OS forcément, puisqu'on passe vers une version majeure. Tout ce qui est amélioration sur la partie Gateway Wireless Controller, donc le Wi-Fi, le contrôleur Wi-Fi intégré au boîtier. La partie VPN, le PPTP a été supprimé. On verra également que les paramètres de VPN par défaut ont été également modifiés. On a supprimé des paramètres également qui sont devenus obsolètes sur la partie VPN SSL. Modification de la partie APT Blocker, où on a maintenant le JavaScript qui est scanné. La partie Web Blocker, amélioration également. La partie WatchGuard Cloud, ça sera un service qui va arriver. Malheureusement, pour l'instant, on n'a pas trop d'informations sur ce service-là. Donc, du coup, les informations que je vais vous distiller sont très restreintes. Intégration avec ConnectWise, je suis pas sûr que ça nous intéresse plus que ça, nous, en France, sachant que ConnectWise est très peu utilisé. Et également le support du multicast. Okay. Donc, première mise à jour importante, la partie Gateway Antivirus. On a remplacé notre moteur AVG par un moteur Bitdefender. Donc pour vous, utilisateurs, que ce soit partenaires ou clients finaux, ça reste totalement transparent pour vous. La configuration reste la même. Il faut juste savoir du coup que le moteur a changé. Le moteur a changé, du coup ça va avoir quelques impacts pour vous, notamment sur la partie mise à jour ou autre. Déjà on va avoir deux jeux de signatures, des signatures type Extended pour les boîtiers T10, T15, T30 et les boîtiers plus anciens, et une suite un jeu de signatures beaucoup plus important pour la partie Enterprise. La différence des deux repose sur la mémoire que le boîtier a ou que les boîtiers embarquent. Okay. Pourquoi on a modifié du coup ce moteur-là? Parce qu'on s'est rendu compte que le moteur AVG avait atteint ses limites. On avait des taux de détection qui étaient peut-être un petit peu plus bas que les standards du marché, et on avait des temps derrière de détection qui étaient un peu plus longs que les standards du marché. Du coup, on a supprimé AVG et on a remplacé un moteur Bitdefender qui est bien plus performant. Derrière, du coup, sur la partie config, donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est totalement transparent pour vous. Ça va impacter des améliorations, c'est-à-dire qu'un temps de téléchargement qui va être beaucoup plus court sur le moteur Bitdefender. Et pareil, le temps de synchronisation des signatures lorsque vous êtes en cluster entre un boîtier primaire et un boîtier secondaire sera beaucoup plus court. L'upgrade, ça c'est un point ultra important à prendre en compte. Aujourd'hui, lorsque vous allez faire la migration ou l'upgrade de votre boîtier qui est en version 11.12.4 vers une version 12, il va supprimer tout ce qui était moteur signature AVG pour remplacer par le Bitdefender et du coup derrière récupérer également les signatures. D'accord. Donc du coup, on a un temps de coupure entre guillemets de 7 à 10 minutes.
Donc ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, soit le boîtier va bloquer les fichiers, soit si vous changez les actions au préalable en laissant passer sans scan antiviral, les fichiers passeront. Donc du coup, ce qu'on recommande, c'est de faire une upgrade en heure non ouvrée ou entre midi et 2. D'accord? Ça, c'est hyper important. Et puis derrière, on va avoir également un temps un petit peu entre 5 et 7 minutes pour la synchronisation du cluster. Mais bon, dès lors que le premier boîtier est déclaré à jour, logiquement, pour le second boîtier, s'il n'y a pas de bascule, c'est pas impactant. Mais cette information-là, sachant qu'on va avoir environ 10 minutes de pseudo-coupure, c'est ultra important à savoir lorsque vous allez faire la mise à jour. Des questions sur cette partie-là, sur cette mise à jour, remplacement du moteur? Je vois que j'ai une question de Michael qui me dit T35 Extended, c'est-à-dire, si tu peux juste développer. Si je reviens en arrière, oui, le T35 est. T35 il est dans l'extended également, oui, tout à fait. T15, T35 dans l'extended et le T50, T55 est supérieur dans l'enterprise. Autre nouveauté qui était elle aussi attendue, c'est la partie Content Action, ce qu'on appelle un petit peu plus communément la partie reverse proxy pour de l'HTTP ou de l'HTTPS. Besoin primaire par rapport à ça, c'est par exemple avoir une seule IP publique et sur cette IP publique, en fonction du chemin, en fonction de l'URL complète, être capable de rediriger le flux vers telle ou telle cible, aussi bien en HTTP qu'en HTTPS. D'accord? Par exemple, un watchguard.com/support, je le renvoie vers une page web. Un watchguard.com/source, je le renvoie vers une page de download de téléchargement de source. Pourtant, watchguard.com répond avec la même IP publique. D'accord? Donc ça, c'est important à prendre en compte. C'est une nouveauté, je pense, qui va être appréciée de nos clients. Donc du coup, ce qu'on appelle nous le Content Action, donc on a toujours un proxy, HTTP ou HTTPS, et l'action de proxy s'appelle la Content Action. D'accord? Donc du coup, on va être capable de faire du routage sur un flux entrant qui va pointer sur une IP en fonction, comme je vous disais, soit du chemin, soit du chemin complet, soit de l'URL. Donc du coup, dans cette notion de content, on a deux fonctionnalités primaires. La première, c'est le host ID redirection, ce que je viens de vous parler précédemment. Une URL en fonction de slash du contenu et autres va être redirigée vers telle ou telle cible. Et on va avoir également une notion de SSL offloading. Okay, donc le SSL offloading, c'est le flux qui arrive en chiffré au boîtier. Le boîtier va déchiffrer le flux et renvoyer le flux vers un serveur en interne, non plus en HTTPS, mais en HTTP. Ce qu'on appelle le SSL offloading. Du coup, on va avoir différentes actions. On va être capable, par exemple, de vérifier soit les headers, soit le chemin par requête. D'accord, vers une IP, vers un port et ainsi de suite. On va le voir par la suite où on a des petites captures d'écran qui vous montrent la configuration avec les différents paramètres à saisir au niveau de la config. Donc comme je vous dis derrière, les use cases qu'on peut avoir, soit rediriger un flux HTTP basé sur le domaine et le host, soit rediriger de l'HTTPS avec de l'inspection ou sans inspection, et faire du SSL offloading avec de l'inspection sur l'HTTPS. Du coup, derrière, on peut faire une redirection basée sur différentes informations, soit sur le host header. D'accord, donc dans la requête HTTP, on va récupérer les informations, que ce soit l'HTTP ou l'HTTPS, avec le déchiffrement. On va récupérer le domaine et le chemin, et on va renvoyer vers tel ou tel serveur. Soit on se base sur le SNI, donc l'information que l'on peut avoir dans le certificat, et pareil, derrière, on fera une redirection. Le slide suivant, ici, vous avez du contenu sur justement comment ça se met en place. Donc ici, je vois une configuration avec les différentes actions, et dans la partie Setup Actions, j'ai un nouveau menu qui est la partie Content. Okay, donc là, j'ai un HTTP Content, donc ça sera forcément un flux entrant. Et on voit ici, par exemple, que pour mon domaine exemple.com, tout ce qui sera exemple.com/étoile, donc tous les chemins exemple.com/xxxxx seront redirigés vers la machine 10.0.40.80, aussi bien sur le port 80 que le port 443. D'accord? Si le flux qui se présente ne matche pas ce critère-là,
Alors, ici, en bas, j'ai possibilité de choisir une action par défaut. Et là, en l'occurrence, on voit que dans le terme de routage, je vais prendre la configuration par défaut qui a été renseignée dans mon proxy HTTP avec la notion de SNAT. D'accord? Donc du coup, derrière, je peux rajouter du contenu. Donc comme je vous disais, ici par exemple, je peux rajouter une information à un critère de match et dire par exemple que l'exemple.com, il va être redirigé vers la 10.0.50.80 ici en l'occurrence. Okay. Donc pour chaque règle, on a une pattern match, on a une action de proxy, on a l'action de routage, on a les ports utilisés ou de redirection sur l'HTTP et l'HTTPS, savoir si sur l'HTTPS, est-ce que je fais du TLS SSL offloading et les paramètres de log. Les critères pour que ça matche, nom de domaine, chemin ou combinaison nom de domaine et chemin. Okay. Derrière, si sur un flux en HTTPS, j'ai possibilité d'activer le déchiffrement, l'inspection. D'accord? Donc inspection, en l'occurrence ici sur tout ce qui va être exemple_ssl.com/étoile, dès lors que ça match, je fais du SSL offloading et du coup donc le flux arrivant chiffré en HTTPS, le boîtier inspecte, déchiffre et renvoie en HTTP vers le serveur en interne. Un petit tips ici, si vous avez justement du SSL offloading, il est fort probable que derrière votre serveur accepte uniquement des connexions en HTTPS et par conséquent, si je fais du SSL offloading, le flux n'arrivera plus en HTTPS mais en HTTP. Donc du coup, il y aura peut-être une modification à faire au niveau de la partie du partie serveur. Du coup, quand je reprends mon proxy HTTP, je vois ici que dans les actions, j'ai maintenant une action, comme je vous dis tout à l'heure, HTTP content. Okay, donc le content, c'est uniquement pour un flux entrant et action dans laquelle je vais pouvoir faire du hosted redirection, du SSL offloading et ainsi de suite. Ok. Autre point, la partie inspection. Donc là, je choisis l'inspection dans les différentes actions et je choisis derrière du coup quelle action de proxy je vais mettre en place, à savoir en HTTP. On reste dans le même mécanisme que l'HTTPS, à savoir mon flux arrive au niveau de mon boîtier déchiffre. Du coup, une fois que mon flux HTTPS a été déchiffré, je bascule sur un flux en clair en HTTP et du coup dessus je peux appliquer un certain nombre de filtrages. Donc même paramètre que pour l'HTTPS flux sortant avec le déchiffrement. Donc derrière j'inspecte, et une fois que j'ai inspecté, je choisis l'action que je vais appliquer. Okay. Les actions de routage. Donc soit je fais un routage basé sur un critère, domaine, chemin ou domaine et chemin. Et derrière, j'ai une action par défaut si mon flux ne match aucun critère que j'ai défini précédemment. Des changements dans l'action de proxy. Ok. Par défaut, l'HTTP serveur du coup sur du content, on n'a pas de notion de web blocker, on n'a pas de notion de réputation puisque c'est un flux entrant. Et sur l'HTTPS serveur proxy, donc en entrant, pas de web blocker et pas d'OCSP pour la validation du certificat. On a également un changement au niveau de l'interface. Ici, avec le WatchGuard System Manager dans le Policy Manager, vous voyez que ça change un petit peu le menu. Avant, vous aviez le menu sur la gauche, inspection et autres. Maintenant, il faut passer par une barre et cliquer sur le bouton Edit. Du coup, une fois que vous allez passer sur Edit, vous allez retrouver le menu ici et vous allez pouvoir appliquer à la fois la partie inspection et la validation potentiellement de certificats via l'OCSP. Donc ça, c'est la configuration côté Policy Manager. Et j'ai ici la configuration côté WatchGuard Web UI, console web. Okay. Donc pareil, dans la partie Firewall Content Action, j'ai ici mes différentes actions possibles que je peux modifier. Et bien évidemment, j'ai le même niveau de paramétrage que j'ai sur le client lourd. Donc avec mes critères, encore une fois, mon chemin, mon domaine ou chemin et domaine. D'accord. L'action derrière à appliquer. Ok. Des questions sur cette partie reverse proxy? Le load balancing vers plusieurs serveurs possibles, oui, ça on l'a dans l'action de SNAT. Donc du coup, on peut dans le SNAT, on peut répartir entre guillemets le flux sur différents serveurs. Alors pour le reverse proxy VPN SSL, non, pour l'instant, le reverse proxy ne peut avoir comme cible qu'une machine derrière le boîtier. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de faire un reverse proxy et d'avoir comme terminaison de flux mon boîtier. C'est une RFE
puisque c'est un problème que moi j'ai, enfin un problème que j'ai rencontré, une limitation que j'ai rencontrée plutôt. Donc du coup, oui, c'est une RFE et on va essayer d'améliorer ça. En gros, que je puisse avoir un vpntoto.com slash vpnssl, bah, ça pointe vers mon boîtier, et un dimension.toto.com que ça pointe vers mon serveur Dimension. Alors, autre question, ces fonctionnalités émulent-elles les fonctions des produits MS, TMG et Citrix VPX? Alors malheureusement, je suis pas un expert de Citrix et pas un expert de Microsoft. C'est quoi les fonctionnalités? Juste pour savoir ce que proposent ces deux produits-là, que ce soit le TMG ou le VPX. Mais oui, alors le TMG sur la partie reverse proxy, oui, on va être capable de remplacer un reverse proxy TMG avec cette notion d'IP public unique, domaine du coup qui pointe vers une seule IP publique, et faire de la redirection derrière. Après sur la partie VPX, je suis un peu moins connaisseur. Si le serveur tombe, possibilité de rediriger vers un autre host. Bah alors, ça dépend si on a fait du load balancing au niveau de l'action de SNAT, oui. Par contre, si on est matché sur les critères de content action, non, puisque par défaut, lui, il va faire la redirection vers la cible, et il va pas forcément faire de test, savoir si la cible est dispo ou pas. Je continue sur les nouveautés avec la partie IMAP proxy. Donc, euh, proxy IMAP, donc, nouveau proxy, euh, basé pour la messagerie, IMAP, après le POP, le SMTP. On a ici l'IMAP. Donc pour l'instant, dans cette version 12, c'est de l'IMAP et non de l'IMAPS. Okay, donc port 143. Vous verrez que ici on parle d'IMAP, mais dans la présentation suivante, à savoir la 12.01, l'IMAP c'est supporté. Donc c'est pour ça que je vais passer assez vite là-dessus. On a des paramètres qui sont similaires au POP3. Okay, les différents types de filtrage antivirus et ainsi de suite, on l'a. Par contre, on va avoir des actions un peu plus complexes, notamment pour tout ce qui va être synchronisation. On va avoir une notion de cache. Pourquoi? Parce que c'est une mode de fonctionnement du proxy avec du cache. Être capable de dire du coup qu'un message qui est déjà un même message qui serait relevé par plusieurs utilisateurs, mais qui est déjà passé une fois dans le boîtier WatchGuard, et ben j'ai pas besoin de le scanner parce que je vais avoir un ID propre à ce message-là, et du coup je vais me baser sur le premier scan qui a été effectué. Okay. Donc justement les headers, les infos concernant l'enveloppe, le texte, et ainsi de suite. Okay. Euh, donc du coup pareil, hein, dans la dispo, j'ai ici un proxy IMAP qui est maintenant disponible, et qui va me permettre du coup d'appliquer un proxy vraiment sur les flux entrants type IMAP. J'ai une action de proxy, donc IMAP client standard ou serveur, d'accord. Et derrière, bah, je retrouve mon type d'action avec les différents paramètres, comme tout proxy maintenant chez WatchGuard. Qu'est-ce que le proxy IMAP supporte? Il supporte déjà ici tout ce qui va être contrôle applicatif, IPS, gateway antivirus, anti-spam et APT. D'accord, donc ça c'est un point important. On retrouve le même paramétrage ici sur les messages de deny. Donc en gros un fichier, un virus qui a été détecté dans une connexion IMAP, on remplace le fichier et on met un fichier texte à la place avec ces différentes informations. C'est le même niveau d'information que vous aviez sur du POP ou sur du SMTP aujourd'hui. Comme je vous disais, on a une notion de cache pour optimiser. Cache avec les différentes informations. Donc encore une fois, si un même message doit être récupéré par plusieurs utilisateurs, plutôt que de repasser au scan le même message pour ces différents utilisateurs-là, on va le scanner une fois et on va l'intégrer dans le cache. Donc du coup, on a un UID avec un hash lié à l'enveloppe. On a le score suite au scan du spam blocker. On a les informations concernant la partie antivirus, concernant le type de fichier, le type de contenu, les headers et la partie APT. Okay. Donc si un fichier ou un mail est clean, très bien, il sera autorisé à être téléchargé par plusieurs utilisateurs. Par contre, si il est non clean, bah non, il sera en l'occurrence bloqué. Donc du coup, justement, par rapport à ce scan-là, à ce cache, pardon, on a les informations donc concernant le message, et du coup, ça évite que les informations, encore une fois, le message soit scanné plusieurs fois. Okay. Par contre, le cache n'est pas personnalisable côté WatchGuard. Des questions sur ce proxy IMAP? Ok.
Compatibilité, forcément, qui dit nouvelle version majeure, dit besoin derrière d'avoir un fichier de configuration format XML qui soit dans un format compatible. Donc c'est pour ça que maintenant, si vous souhaitez faire une configuration en mode offline, vous avez possibilité, dès lors que vous avez le WatchGuard System Manager 12.0 ou 12.x installé, de pouvoir choisir ici la compatibilité du fichier. Okay. Donc setup, OS compatibilité, et on choisit version 12 ou supérieure. Amélioration apportée sur la gateway wireless, donc le contrôleur Wi-Fi intégré au boîtier. Nouveau firmware pour tout ce qui est AP100, 102, 200, AP300 et les bornes un peu plus récentes, AP120, 320, 322 et 420. D'accord. Amélioration également sur le temps de découverte. Temps de découverte des bornes. Alors quand je dis découverte, c'est à la fois vraiment la découverte et la synchronisation de la configuration. On avait parfois des cas où la partie push de configuration prenait pas mal de temps, on était sur la phase authenticating et ainsi de suite. Donc du coup, on a considérablement amélioré cette partie-là. Fast handover, on a ajouté la notion de fast handover sur les AP 120, 320, 322 et 420 dès lors qu'elles sont gérées localement. Avant, on avait la configuration que en mode cloud. Cette fonctionnalité était dispo que en mode cloud. Donc du coup, encore une fois, rappel, hein, le fast handover, c'est ce qui permet d'augmenter d'aider le roaming entre des différents boîtiers, enfin différentes AP WatchGuard. Okay. Du coup, vous avez un seuil minimal et dès lors que le seuil minimal de signal est atteint, automatiquement, ça va switcher. Ok. Justement, ce seuil-là est définissable, ici dans les paramètres sur la console Web UI ou directement sur le Policy Manager. Possibilité également de choisir un scan intervalle pour recalculer les différents canaux et repositionner dès lors que vous êtes en auto. Donc pareil, on peut choisir maintenant ici le scan d'intervalle qui va de 1 à 4 heures, je crois, voire même un peu plus. Autre nouveauté également, possibilité ici de faire du rate shipping directement sur la borne, soit par borne, soit par utilisateur. Donc je peux très bien dire que j'ai tous mes utilisateurs connectés, chacun n'a que 500 kg ou 1 méga, en fonction de la bande passante bien évidemment que vous allez avoir derrière. Okay. Donc ça c'est une nouveauté également apportée sur la partie Wi-Fi. Tout ce qui va être nouvelle action, donc tout ce qui va être redémarrage des AP, sélection des différents channels outdoor, possibilité de les bloquer ou non, la partie DFS et tout ce qui va être justement rate control qui est maintenant à auto. Point également important, pour ceux qui connaissaient bien évidemment la partie Wi-Fi avant, on a eu une modification des terminaisons. Donc tout ce qui était AP, GWC, donc par exemple le management VLAN, c'est devenu le communication VLAN et ainsi de suite. Okay. Donc, je ne vais pas tous les lister parce que c'est pas hyper intéressant, mais c'est juste un point important à savoir pour vous que les terminaisons ont été modifiées. Okay. Question sur cette partie-là. Alors, est-ce que l'on peut superviser les bornes en SNMP? Non, toujours pas. Fast handover uniquement dispo sur l'interface web ou sur client lourd aussi? Non, sur client lourd également. La configuration du fast handover se fait soit via le Policy Manager, soit via la console web UI. Bon, mobile VPN, PPTP qui a été supprimé. Mobile VPN supprimé du FireWire OS 12 et supérieur. Donc du coup, derrière, si vous avez des clients qui se connectaient encore en PPTP, même si c'était pas top pour la partie sécu, il faut migrer vers une autre version de VPN, enfin vers un autre type de VPN, pardon, que ce soit du SSL, de l'IPsec ou du L2TP over IPsec. D'accord. Donc du coup, derrière, si vous aviez un groupe avec PPTP des users dedans, automatiquement le groupe est renommé en PPTP Users Legacy. Okay. Et puis aucun paramètre du coup est dispo pour la partie PPTP puisqu'elle a été tout simplement supprimée de la version 12. Update également des paramètres VPN, donc que ce soit du VPN en site à site ou des VPN mobiles. Bon là c'est plus de l'information qu'une vraie valeur ajoutée sur la partie technique à vous apporter, mais à savoir, donc par défaut les VPN manuels BOVPN, BOVPN VIF, VPN IPsec en mobile, en SSL en mobile et en L2TP en mobile, les paramètres ont été modifiés. D'accord. Donc, par exemple ici sur la partie VPN site à site ou en VIF, authentification modifiée, chiffrement, le diffie-element group et le PFS.
D'accord. Donc du coup, ça c'est juste à prendre en compte. C'est également à prendre en compte si vous devez monter un tunnel entre un boîtier WatchGuard en version 12 et un boîtier WatchGuard en version 11.12.4. Parce que du coup, les paramètres par défaut ne seront plus les mêmes. Donc si vous faites un tunnel site à site avec deux boîtiers en version différente, 11.12X et 12, il faudra d'un côté ou l'autre modifier la configuration et refaire une configuration par défaut d'un des deux côtés. C'est juste le point important à savoir. Donc ici, les paramètres qui ont été modifiés, ok, sur la phase 1 et la phase 2. Modification également pour la partie VPN, donc en L2TP. D'accord, donc la phase 1 a été modifiée et la phase 2 également. Et ici, l'exemple de configuration. Également en phase 2. Ok, et ici, le support également de la config, pour les VPN settings, donc le chatou supporté sur les différents modèles. Par contre, pas supporté sur le 505, 510 et ainsi de suite. Ok. J'ai une question sur la partie. Quand on a un tunnel entre deux boîtiers lors de l'update, comment ça marche? Ça bouge pas. Il modifie pas les paramètres du tunnel. C'est juste les paramètres par défaut qui sont modifiés. D'accord. Donc du coup, si vous recréez un nouveau VPN site à site après une version 12, il aura des nouveaux paramètres différents de ceux qui sont déjà en place. Oui, bien évidemment, la raison de la modif de la conf par défaut, c'est augmenter le niveau de sécurité. Alors, la question, c'est quoi le risque si on reste sur deux versions différentes sur chaque site? C'est-à-dire que vous avez une version différente sur le site A qui est interconnecté au site B? C'est ça la question? Bah, tout simplement, ça fonctionnera pas, hein. Le but de l'IPsec, c'est d'avoir une configuration similaire des deux côtés. Donc, il vous faut forcément avoir une configuration semblable au niveau authentification chiffrement entre site A et site B. Sinon, le tunnel ne montera pas. Donc, la question, j'ai envie de dire, ne se pose pas. Modification ensuite sur la partie VPN SSL. Donc, comme je vous disais, suppression, suppression des paramètres. Tout ce qui était chiffrement bleu fichier DES et authentification en MD5. Pareil, c'était vieillissant, c'est devenu N-Secure, donc du coup, on l'a remplacé. APT bloqueur, amélioration sur la partie APT bloqueur avec la prise en compte du Java, JavaScript qui peut être scanné du coup dès lors qu'il est dans une pièce jointe. Donc les points JS passeront au scan antiviral et derrière passeront également à l'APT bloqueur. D'accord. Donc ça c'est un nouveau support de fichier, type de fichier qui est pris en compte. Un petit rappel, je pense que ça peut avoir tout son sens de rappeler quels sont les types de fichiers qui sont supportés par l'APT, que ça soit du Windows PE, donc tout ce qui va être CPL, EXE, DLL, OCX6, CSCR, DRV et EFI, tout ce qui va être document PDF, tout ce qui va être document Office, RTF, la partie exécutable Android et Mac, donc l'APK ou l'APP, et maintenant la partie Java. Okay. J'ai une question qui revient sur la partie VPN SSL, excusez-moi. Attends, donc au niveau du VPN SSL client, il faudra obligatoirement faire un update des clients software. Dans tous les cas, c'est prévu avec la version 12, ouais. Donc la version 12, c'est une nouvelle version de soft, client VPN, donc la mise à jour se fera automatiquement. Amélioration sur la partie web blocker. Première modification, amélioration, c'est que maintenant le serveur de catégorisation d'URL n'est plus requêté en HTTP mais en HTTPS. D'accord. Donc ça c'est un premier point. Donc on va requêter ForcePoint qui était avant WebSense. Donc du coup la connexion entre votre boîtier WatchGuard et les serveurs chez WebSense se fait dorénavant en HTTPS. Derrière on a également une notion de cache. Un cache où on a la main dessus. Donc dans les paramètres globaux du web blocker, on peut avoir la main sur le cache et du coup on peut choisir les paramètres de cache avec deux informations dans le cache. À la fois la taille du cache, à savoir le nombre d'URL que l'on va stocker dans le cache avec donc le nombre d'URL, l'appartenance également d'une URL à telle ou telle catégorie. Et après, on peut modifier du coup cette taille-là. Attention, vous n'aurez pas la même taille de cache sur un T15 que sur un M470. D'accord. Et ensuite, l'expiration du cache. Savoir combien de temps je vais conserver l'information concernant une URL avec l'appartenance à sa catégorie. Par défaut, on est à un jour.
Et donc, comme je vous disais, c'est une amélioration parce que dans le passé, on pouvait pas modifier cette valeur-là. D'accord. Après, c'est à vous de voir si vous voulez modifier cette valeur-là ou pas, sachant qu'on a quand même pas mal de sites avec du contenu dynamique. Donc, est-ce qu'on garde à un jour ou est-ce qu'on va conserver, je sais pas, un peu plus de temps pour éviter qu'il y ait des requêtes à chaque fois? Moi, je serais plutôt partisan du fait de garder le cache avec une durée d'expiration à un jour. Des questions sur cette partie WebBlocker? Wildcard Cloud. Donc, comme je vous dis tout à l'heure en intro, la partie cloud, nouveauté qui va arriver. Seule information que je peux vous donner pour le moment et surtout que j'ai, c'est être capable dans le boîtier, on a maintenant la possibilité d'intégrer le boîtier WatchGuard dans WatchGuard Cloud. Donc WatchGuard Cloud, ça va être un service cloud, comme son nom l'indique, qui va permettre aux différents partenaires ou clients de pouvoir gérer, par exemple, leur boîtier depuis l'interface cloud. Okay. Donc ça arrive. Pour l'instant, j'ai pas plus d'infos que celles que je viens de vous donner, mais dans la version 12, on a ici la possibilité dans la partie setup d'intégrer WatchGuard Cloud. Okay. ConnectWise. Qui utilise ConnectWise? C'est le web admin ou une VM? Non, non, ça sera un service dans cloud hébergé proposé par WatchGuard. Donc ça sera pas une VM. Bon, en ConnectWise, je suis pas sûr que ce soit très répandu. On a possibilité de faire l'intégration dans ConnectWise. Par exemple, dès lors qu'un événement au niveau WatchGuard est détecté, que ce soit détection de virus, IPS, bascule de boîtier, perte de lien WAN ou autre, derrière, on peut automatiquement générer un ticket dans l'outil de ticketing ConnectWise. Ok, donc c'est ça en gros l'intégration que l'on a. Donc voilà. Dès lors qu'un événement est détecté côté WatchGuard, derrière j'ai possibilité de, de générer un ticket et voilà. Donc c'est vraiment une intégration d'automatisation. Dernier point, la partie multicast. Hop, alors, question de Serge. Comment sera commercialisée l'intégration cloud? Aucune idée, Serge. Comme je te le disais, pour l'instant, on n'a pas plus d'infos là-dessus. Ça a été un petit peu décalé sur 2018, donc pour l'instant, j'ai pas malheureusement pas d'infos à apporter dessus. Je sais à peu près ce que va contenir le service, une sorte de console cloud pour fédérer les différents outils, je pense, de WatchGuard. Tout ce qui est gestion firewall, tout ce qui va potentiellement être du dimension, tout ce qui va être peut-être du cloud et du TDR, donc le cloud Wi-Fi et TDR. Mais pour l'instant, le mode de commercialisation, j'en ai aucune idée. Désolé. Dernier chapitre, le multicast. Donc dans la version 12, on supporte le multicast routing. Ok, donc multicast routing, protocole qui peut être utilisé dès lors qu'on a de la VoIP, de la vidéo à la demande et ainsi de suite. Du coup, le boîtier peut être déclaré comme multicast router, supporter les différents protocoles de multicast, que ce soit de l'IGMP, du PIM ou autre. D'accord. Alors attendez, je vais juste fermer ça. Excusez-moi, faire quelque chose de propre. Hop. Donc voilà, le boîtier WatchGuard fait office donc, de multicast router. Derrière, on a les paramètres configurables, tout ce qui va être multicast de façon globale, jusqu'à 31 interfaces déclarées. Sélectionner ce qu'on appelle les RPS, donc les rendez-vous de points, clairement une topologie, une terminaison euh, multicast. D'accord. Et puis derrière, les différents paramètres avec les protocoles supportés, comme je vous dis, le PIM, l'IGMP, V2, V3, l'IPv4. D'accord. Et les différentes limitations qu'on pourra avoir avec, par exemple, un boîtier qui est déclaré ou déployé en mode bridge, drop-in ou ainsi de suite. Le multicast ne sera pas supporté. Ok. Donc la configuration que je peux avoir ici du multicast, sur un tunnel, je peux activer le multicast, définir mes différentes interfaces qui vont rentrer dans mon routage multicast. Ok, et du coup, automatiquement derrière, j'ai mes différentes règles de multicast qui sont créées. Avec les paramètres, interface entrante, source IP, destination IP, port et protocole. Ok. Quoi d'autre? Dernière petite nouveauté pour la 12, la suppression du WatchGuard Mobile VPN. L'application qui était dispo pour iOS a été supprimée. D'accord. Donc du coup, pour tout ce qui était IPsec, on recommande maintenant d'utiliser le client iOS par défaut. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette version 12 où j'ai passé déjà beaucoup de temps sur mon webinaire?
Alors, en parlant de dimension par rapport au règlement de la protection des données GDPR, GDPR Ready, oui, avec dimension, on répond à un certain nombre d'informations, à la fois les informations chiffrées, l'anonymisation des rapports et ainsi de suite. Donc oui, on répond à certains points euh, euh, de prérequis de la GDPR. Un exemple d'utilisation du multicast, l'autre fois, on était entre guillemets sponsor de la Game Weeks à Paris. Euh, donc, euh, donc voilà, donc oui, en gros, on était support, pardon, on était sponsor de la Game Week et tout ce qui était multicast, flux vidéo ou autre, pour faire du routage, on avait utilisé les boîtiers WatchGuard. Alors, une question sur le VPN IPsec. J'ai un boîtier en version 11.12.2 et un autre en 12.01. Le tunnel ne montera pas. Bah ça dépend. Est-ce que le tunnel a été monté avant la migration en 12.01 ou pas? Si le tunnel était déjà monté avant l'upgrade en 12.01, le boîtier montera. Par contre, si c'est une configuration propre, neuve, récente, nouvelle, je vais y arriver, entre un boîtier 11.12.2 et en 12.01, vous ne pourrez pas utiliser les paramètres par défaut. Il faudra du coup d'un côté ou de l'autre créer un paramètre pour qu'il soit semblable en phase 1 et en phase 2 à l'autre site. Mais si le tunnel montera, c'est juste que ça sera un tout petit peu plus long parce qu'il faudra refaire les paramètres d'un côté ou de l'autre. Alors, bonjour. Petite question. La deadline pour conserver un antivirus fonctionnel en passant en V12X avec Bitdefender. J'ai pas compris la question. Petite question, la deadline. La deadline est au 15 janvier. C'est-à-dire qu'en 15 janvier, on n'aura plus de signature antivirale proposée sur AVG. Donc en gros, il faudra migrer avant le 15 janvier en version 12. Ouais, j'ai vu passer quelque chose, Lilian, mais je suis pas encore sûr de l'info, donc c'est pour ça que je la donne pas. Ok. 12.01. Alors, nouveauté de la version 12.01. Donc la 12.01, maintenant, autant la 12, je freinais un petit peu avant de la passer, autant la 12.01 est beaucoup plus stable, elle corrige pas mal de choses, donc du coup, vous pouvez maintenant la déployer. 12.01, donc amélioration sur les services de sécurité. On a rajouté différentes informations concernant la gateway antivirus. La taille de l'antivirus avec la taille des fichiers à scanner, d'accord. Les actions du coup, lorsque la taille du fichier dépasse le seuil, les actions pour les fichiers chiffrés. Souvenez-vous, avant on avait juste qu'est-ce que je fais quand un virus est détecté, qu'est-ce que je fais quand j'ai une erreur de scan. Là, on a une certaine granularité. La décompression par défaut est activée, d'accord. Et du coup, ça c'est quand même pas mal. Dans le menu Subscription Services, dans votre Policy Manager, vous avez maintenant les différents types de services qui sont classés par ordre alphabétique. Je trouve que c'est quand même bien sympa pour rechercher les différents types de services. Bon, intégration Autotask et encore une fois ConnectWise. Euh, Quoi d'autre? Mais je vais revenir dessus. YouTube for School a été supprimé parce que je crois que Google a fait quelque chose dessus, a supprimé le service ou a suspendu temporairement le service. Euh, Amélioration de la partie wireless. Ok, donc l'option TKIP a été supprimée du WPA2. On va avoir le support de l'AP 225 qui va arriver. Nouvelle AP. Donc le support pour l'accès au support en remote login, la partie Quick Setup Wizard avec des nouveaux paramètres par défaut et être capable de faire une sauvegarde de fichiers en fonction de la version. Et on va le voir par la suite. Autre, donc nouveauté sur les services de sécurité, pardon. Vous avez maintenant dans vos actions de proxy, que ce soit en HTTP, en SMTP ou ainsi de suite, le menu Gateway Antivirus qui est beaucoup plus fourni qu'avant. Donc par défaut ici, je peux activer la gateway antivirus et dire quelle action je veux mettre en place quand un virus est détecté, quand j'ai une erreur de scan, quand mon type de contenu dépasse la taille limite et quand le contenu est chiffré.
D'accord? Donc ça, c'est des nouveautés avec un petit peu plus de granularité que l'on avait par le passé. Donc ici, les différents types d'actions. Donc j'active par défaut. Je choisis les différentes actions AELO, phare AV-Scan. Donc ça, c'est toutes les modifications qui ont été faites par défaut. Ok. Ici, les tailles de scan, les limites de taille de scan ont été ajustées en fonction des modèles. Donc tout ce qui est T10, X25, 26, on est par défaut à 1 méga et en maxi à 5 mégas. Sur le T30, T35, on est à 2 mégas en défaut et à 10 en max. Et ensuite, sur les T50, T70, M200, T55, on est à 5 MB et 20 mégas en max. Et tous les autres boîtiers, on va par défaut à 10 mégas et au max à 20 mégas. D'accord? Donc du coup, les actions, comme je vous disais, quelle action je vais mettre en place dès lors que mon fichier dépasse la taille limite que j'ai définie. Soit j'autorise, soit je drop, soit je bloque. Et derrière, bien évidemment, possibilité de mettre une notification en place avec une notion de log ou de notification par mail si vous avez un serveur Dimension. Donc on retrouve ici les différentes sections, aussi bien côté Policy Manager que côté Web UI. Donc ça, c'est pour la taille. Ici, l'action pour les fichiers chiffrés. Par exemple, un fichier zip protégé par un mot de passe. Qu'est-ce que je fais? D'accord. Donc pareil, les actions hello, drop ou block. Donc ici, je retrouve mes actions aussi bien côté Policy Manager que côté Gateway que côté Web UI. Pardon. La décompression. Euh, le nombre de couches ou le niveau de décompression jusqu'auquel je peux aller. Si j'ai des boîtiers avec une mémoire inférieure à 2 Go, je peux aller jusqu'à 8. Et si j'ai des boîtiers avec 2 Go ou supérieur, je peux aller jusqu'à 16 couches. 16 niveaux de décompression. Ok. Toutes les informations concernant les boîtiers, les specs techniques ou autres sont dans les différents hardware guides. Ok, donc disponibles sur la KB. Donc ici, je choisis d'activer la décompression et automatiquement, derrière, je choisis le niveau. Comme je vous disais, cette partie-là, qui est fort appréciable à mon sens, la partie subscription service, menu, donc possibilité de classer, pas possibilité, pardon, les menus maintenant dans la subscription service sont classés par ordre alphabétique. Donc tout ce qui est contrôle applicatif, APT, bref, c'est vraiment en ordre alphabétique, donc je pense que pour s'y retrouver quand on cherche quelque chose, c'est beaucoup plus pratique. Des questions sur cette partie-là? Ergonomie, amélioration sur la partie antivirus. Alors j'ai une question ici. Question, c'est sur la partie VPN. J'ai un T30 en version en 11.12. La mise à jour en version 12 ne cassera pas les VPN interagences. Non, ils vont pas casser les VPN interagences. Par contre, durant la phase de mise à jour, les VPN vont tomber. Mais les VPN derrière remonteront automatiquement. Hop, donc du coup, je continue sur la 12.01. L'intégration, encore des différentes technologies. Donc, comme je vous dis tout à l'heure, on avait ConnectWise, maintenant on a l'Autotask. Donc, pareil, l'Autotask, un outil de ticketing, peut-être un petit peu plus démocratisé en France, je ne sais pas si vous l'utilisez ou pas, mais derrière, on a possibilité vraiment de faire une intégration et dès lors qu'un événement est détecté côté WatchGuard, générer automatiquement un outil générer un ticket dans l'outil de ticketing. Donc, connexion du boîtier avec l'Autotask, on spécifie les différents comptes, on définit les différentes priorités, la file d'attente et ainsi de suite. Okay. Donc on a ici le niveau de priorisation des tickets. Les différents paramètres, le type de produit, la gestion, les configurations et ainsi de suite. Okay. Et toujours l'intégration avec ici la partie ConnectWise. Okay. Bon, ça c'est plus à mon sens une mise à jour mineure. Modification sur la partie politique de sécurité. Comme je vous disais, suppression de la partie Google YouTube for School. Pourquoi? Parce que Google a arrêté, a suspendu le service YouTube for School. Donc avant, vous vous souvenez, dans les proxys, on avait possibilité de spécifier un ID. Ça a été modifié. Donc dans l'action de proxy ici en version 12.01, le YouTube for School
Ah, et en 12.01 a été supprimé. Donc en 12 il était dispo, en 12.01 malheureusement il n'est plus disponible. Question, je pense qu'il revient suite aux actions antivirales. Peut-on annoter le mail qui aura un fichier joint qui dépasse la capacité? Non. Les différentes actions on a vu sur le fichier. Qu'est-ce qu'on fait sur le fichier? Alors annoter. Qu'est-ce que tu entends par annoter, Walter? Est-ce que je supprime la pièce jointe et par conséquent, oui, j'aurai la pièce jointe qui sera remplacée par un fichier texte dans lequel on va m'informer que la pièce jointe a dépassé la taille maximale et du coup, elle a été supprimée. Ou je vais avoir genre un tag au niveau du sujet. Non, j'aurai pas le tag dans le sujet. Par contre, au remplacement de la pièce jointe, oui, j'aurai un fichier texte qui sera positionné. Hop, question sur YouTube. Bah ouais, c'est hop, question à propos donc de Serge, à propos de YouTube for School, comment autoriser YouTube à une classe sans les laisser aller sur tout YouTube sans ce service? Bah c'est compliqué. Je n'ai pas encore fouillé cette partie-là. Je sais pas si le filtrage de contenu ou ainsi de suite avec le déchiffrement peut apporter. J'en doute parce qu'en plus déchiffrer YouTube c'est hyper consommateur. Il faut que je regarde cette partie-là. Mais j'ai envie de dire la faute à Google. Amélioration sur la partie wireless. Support prochain de l'AP, donc non plus 225, mais l'AP 325. Elle a été renommée en 11 AC Wave 2, donc tri radio, ok, donc pour un environnement avec une densité moyenne. Euh, Modification également sur la partie WPA2. On ne supporte plus le TKIP, on ne supporte que l'AES. D'accord. On peut utiliser le TKIP si on est en WPA2, WPA, pardon, WPA2, donc on appelle le mix mode. Et puis après également les différents channels dispo dans la liste des paramètres des channels préférés. On va se baser sur tout ce qui est mode de fréquence et channel mode. Donc ça c'est pareil, c'est une amélioration sur la partie wireless. Autre amélioration, l'accès support. On peut activer le support temporaire, l'accès au boîtier par le support, pardon, de façon temporaire. On a une case à cocher qui a été ajoutée et du coup le fait de cocher cette case là va ajouter une connexion avec une politique cachée depuis un nom de domaine qui s'appelle ts.watchguard.com, d'accord. Et du coup derrière on peut choisir de donner l'accès au boîtier au support pour 3 mois, 1 mois, une semaine ou un jour, d'accord. Donc là j'ai la configuration côté WebUI et j'ai la configuration ici côté client lourd. Donc dans le Firebox System Manager, le support access est choisi. Ok. Amélioration, modification des configurations par défaut, le setup wizard. D'accord, donc si pour ceux qui font des déploiements en utilisant le wizard web, on a possibilité ici du coup donc de faire un déploiement via la console web et les modifications, les paramètres par défaut ont été modifiés. Tout ce qui est Windows Exe, on les bloque plus par défaut, mais on les passe en scan AV. Avant, les exe DLL ont supprimé. Donc maintenant, on le passe au scan antiviral. Sur l'APT, pour tout ce qui est high, on a mis un drop plutôt que bloc. Et pour la partie IPS, tout ce qui était low level, on est passé à drop plutôt que hello. D'accord. Donc ça, c'est les paramètres par défaut, donc c'est à savoir. Pareil pour la partie web blocker, dans l'action par défaut de web blocker. On va bloquer du coup l'accès. Si on est en timeout, on va bloquer l'accès. Et également, si la licence a expiré sur le boîtier, on va passer en deny. Ça, c'est un point important à savoir. C'était déjà le cas par le passé, mais pour des clients qui renouvellent un petit peu en retard leur licence et qui se retrouvent bloqués, il faut savoir que c'est pas lié à la licence, mais c'est lié aux paramètres du web blocker. D'accord? Parce que par exemple, dès lors que la licence a expiré ou que le web blocker n'est pas disponible, automatiquement il va bloquer. Si une licence boîtier a expiré, que vous souhaitez que le client puisse accéder quand même à Internet pour faire du surf, ici dans le menu déroulant pour la licence bypass, vous le passez à Hello et du coup il pourra accéder. Alors bien évidemment, il aura plus accès à la catégorisation, mais derrière il pourra quand même accéder à Internet. Autre nouveauté, être capable de sauvegarder en fonction de la version. Donc c'est-à-dire que je peux très bien créer un fichier et le fichier de conf, je le sauvegarde par rapport à une version. Bien évidemment, que je sois en version 11.12.4 ou en version 12, je n'aurai pas les mêmes niveaux de fonctionnalité dans mon fichier de configuration.
Donc du coup, ça me permet d'avoir une rétrocompatibilité ou avoir différents fichiers de configuration en fonction des boîtiers ou des versions de boîtiers sur lesquels je vais les déployer. D'accord, donc ça c'est un point important ici qui a été créé. Donc dans la partie File Save as Version, j'ai automatiquement possibilité de créer un fichier de configuration en fonction d'eux. Ok. Du coup, ici, par exemple, si j'utilise le Rapid Deploy, je vois qu'un boîtier par défaut est déployé en version 11.10.3. Donc si je veux pousser une configuration par défaut sur un boîtier, moi si par le passé, je crée un fichier de configuration en dernière version, en version 12. Si je le poussais sur un 11.10.3, ça ne fonctionnait pas. D'accord. Donc du coup, maintenant, je peux très bien créer un fichier de configuration, dire que ça sera pour une version 11.10.3 parce que je vais avoir un nouveau boîtier sorti de carton qui est envoyé avec telle version. Et donc du coup, j'aurai plus de problème de compatibilité de fichiers par rapport à la version de boîtier. Des questions sur cette version 12.01? Donc maintenant, vous pouvez la passer. Une question de Lilian. Que veut dire la phrase mitigate WPA2 key reinstallation vulnerability in client and config SSID? Je suppose que tu as été au courant de l'attaque qui a eu crack sur la partie WPA2. Du coup, on a apporté des améliorations par rapport à ça pour corriger justement cette faille-là. Donc ça veut dire que derrière, tu as une renégo qui est faite sur le SSID. Donc peut-être que tu auras nécessité de te reconnecter ou de te ressaisir tes informations quand tu vas te connecter à la partie SSID. Donc oui, pour moi, il faut le cocher. Ok. Dernier point. Alors là, ça sera pas du slide. On a une version 12.1 qui est sortie en bêta. Donc je suppose que certains d'entre vous qui sont dans ma newsletter ont reçu ma notification. On a une grosse nouveauté qui arrive dans la version 12.1, à savoir le portail SSL. J'entends déjà dire certains enfin. Donc du coup, on a dans cette version 12 points donc un portail SSL clientless. Il s'appelle l'Access Portal et il vous permet au travers d'une interface web de publier différentes ressources. Donc du coup, je vais me connecter, je vais vous montrer rapidement sur les quelques minutes qui me restent à quoi ça ressemble. Hop, donc du coup, je vais me connecter moi sur un boîtier que j'ai basculé en bêta en 12.1. Ok, et je vais avoir du coup dans mon Policy Manager, dans ma partie Subscription Services, je vais avoir un nouveau menu qui s'appelle Access Portal. Donc là, j'ouvre la configuration mon Policy Manager. Et comme je vous disais, dans la partie Subscription Services, j'ai ce menu ici qui s'appelle Access Portal. Donc dans l'Access Portal, j'ai moi défini ici un certain nombre de ressources. Donc l'accès à mon webmail iCloud, l'accès à ma machine Dimension, un accès en SSH à un serveur, l'accès en Telnet SSH à mon boîtier et 2 RDP. D'accord? Donc du coup derrière, c'est totalement customisable. J'ai les différentes ressources, j'ai une icône qui peut être modifiée. Sur la partie RDP, je vais avoir le niveau de sécurité qui peut être renseigné, l'authentification utilisateur, les sessions et l'affichage. D'accord? Du coup, à quoi ça ressemble? Je vais vous montrer du coup à quoi ça ressemble. Donc si je fais un access portal ici sur mon domaine, portal WatchGuard, voilà le portail à quoi il ressemble. Ok. Donc là, du coup, j'ai une interface. Bon, ça, c'est totalement modifiable, hein. Moi, je l'ai laissé par défaut. C'est juste derrière où j'ai apporté un peu de modif. Donc, je me connecte. Hop, les credentials de mon Active Directory. Hop, et je me connecte. Et une fois connecté, j'arrive sur mes différentes ressources. Ok, donc on retrouve les ressources que j'ai publiées. Mon accès iCloud, Dimension, SSH, Firebox et ainsi de suite. Ok. Par exemple, je fais un accès en SSH ici sur une machine. Ah, ça, c'est toujours le petit effet démo. Est-ce que je suis tombé en timeout si je fais un... Ouais, c'est l'effet démo. Comme je suis en local, à mon avis, il y a quelque chose qu'il n'aime pas.
Donc là, j'ai fait une connexion en SSA, en RDP, et du coup, je suis connecté automatiquement vers ma VM dans l'HTML5. Le gros avantage, que ça soit de l'HTML5, c'est que j'ai zéro configuration, j'ai zéro plugin à installer, je n'ai rien à faire. D'accord. Donc voilà. Donc là, du coup, je suis connecté sur ma machine et je peux accéder à ma machine en RDP. Donc ça, c'est une nouveauté qui arrive en version 12.1. Nouveauté qui arrivera donc début décembre. Bon, par contre, j'ai forcément une mauvaise nouvelle là-dessus. Aujourd'hui, l'Access Portal est annoncé uniquement sur les boîtiers basés sur une architecture Intel à partir du M370. Donc M370, 470, 570, M400, bref, tous les boîtiers basés sur une archi Intel. Vous savez qu'on remplace les boîtiers T10, T30, T50 par des T15, T35, T55. Ok. Pour l'instant, c'est pas prévu de supporter sur le T35 et T55. On travaille pour que ça soit supporté sur le T70, mais pour l'instant, il n'y a aucune garantie. La com officielle par rapport à ça aujourd'hui, c'est uniquement M370 et supérieur sur lesquels l'Access Portal sera disponible. D'accord. Question. Alors, Marez, vis-à-vis du déchiffrement SSL IMAPS FTPS, est-ce que c'est supporté sur tous les... Pour l'instant, c'est n'est supporté sur aucun boîtier. Ça va arriver prochainement, le support et le déchiffrement des proxys SSL. Nicolas, c'est dommage que toutes ces infos aient été données seulement aujourd'hui. J'ai dû upgrader toutes mes configurations VPN et sécu. Point positif, renforcement de la sécu. Comment faire pour être enregistré à ta newsletter? Tu peux me faire un petit mail à france@watchguard.com en me demandant de t'intégrer dans ma newsletter. Lilian, un genre de passerelle SSL, bah, c'est carrément une passerelle SSL, tout à fait, sauf que c'est intégré au Firebox. Donc ce ne sera pas un produit à part. Il sera compris avec la mise à jour ou ce sera un service supplémentaire à contracter? Ça sera compris dans la Total Security Suite, l'Access Portal. Il y a de la réécriture sur le portail SSL. Oui, il y a de la réécriture au niveau des différents flux. Non, pour l'instant, pas prévu lecteur réseau et imprimante. On va être uniquement, Serge, sur des connexions SSH, Telnet, HTTP, HTTPS et RDP. Merci Lilian. On arrête nos abonnements Citrix. Bah, pour l'instant, on peut pas publier le point ICA. Donc si tu peux bypasser tes points ICA avec ton Citrix et publier ici tes ressources, oui, tu peux arrêter ton abonnement Citrix. Ouais, alors Michael, le bout, c'est pourquoi? Non, X515, c'est pas du tout une passerelle, c'est pas du tout un hardware Intel, donc non, ça sera pas supporté. Oui, sur les virtuels Firebox V, ça sera supporté l'Access Portal. Un autre meeting, pas de souci. Hop. Peut-on attendre la version 12.1 au lieu de passer de la V11 à la 12.01? Oui, vous pouvez attendre. C'est dès lors que. Oui, vous pouvez attendre. Maintenant, la 12.01, ça fait une transition. Je suis assez fan, moi, de faire une version intermédiaire. T30, non, Michael, pas de support de l'Access Portal sur le T30. Bah, il n'y aura pas d'Access Portal dessus. Désolé. J'ai fait le tour des questions. Je suis un tout petit peu en retard. Merci Stéphane. Access Portal. L'Access Portal, c'est la VPN, la partie SSL que je viens de vous montrer ici. Autre chose en 12.1. Ouais, attends, Lilian, c'était déjà une belle nouveauté, ça, non? L'IMAPS en 12.1 qui arrive. Je vais juste faire un tour parce que c'est pas l'objectif de ce webinaire là. La partie IMAPS, donc la notion d'Access Portal. Le mobile VPN également en IKEV2. La partie VPN site à site en TLS. Le support d'un modem
3G, 4G, USB en tant qu'interface externe, non plus uniquement en failover. Amélioration de tout ce qui est monitoring de liens multi-WAN. Le support du wildcard dans les IP adresses et des améliorations sur la passerelle, encore une fois, sur le contrôleur Wi-Fi. Mais ça sera le sujet d'un autre webinaire. Bonne journée Stéphane. Voilà, donc oui, il y a des nouveautés qui arrivent. C'est bon signe. C'est-à-dire qu'on continue à bosser, on continue à apporter des améliorations, des fonctionnalités sur nos boîtiers. Donc voilà, j'en ai terminé pour mon après-midi. J'espère que c'était complet. Sur ce, je vous souhaite... Merci, bon week-end David. T'as la chance d'être un week-end à 11h05. Bref, je vous souhaite du coup une bonne fin de journée. Si vous avez des questions qui arrivent par la suite, besoin de démos sur l'Access Portal ou autre, parce que je pense que c'est une vraie nouveauté, une vraie valeur ajoutée que l'on va avoir là-dessus, avoir quelque chose en HTML5 qui fonctionne, poussez-moi un petit mail sur mon adresse florian.beauvais@watchguard.com, soit directement sur l'adresse france@watchguard, et du coup derrière je répondrai. Pareil, si vous avez besoin de faire des démos avec client, je peux vous donner l'accès à mon boîtier derrière. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire. Il a été enregistré avec toutes vos questions. Donc merci d'avoir alimenté ce webinaire également avec vos questions. Il sera publié, je pense, dans l'après-midi sur YouTube pour ceux qui veulent le revoir. Voilà. Merci beaucoup. Bonne fin de journée et à bientôt. Merci. Au revoir.